Bonsoir à toutes et à tous, même si c'est quelques-uns. Je suis très contente de voir ici des visages des artistes qui sont à l'usine. Les deux musiciens qui sont venus vous voir, en fait, c'est des enfants de l'usine comme les autres. Donc je suis très contente de les voir ici et qu'on se retrouve par hasard. Je suis aussi très contente parce que c'est une très belle transition. Ce que vous venez de voir dit exactement la même chose ce que les deux dames qui sont passées avant. Ça m'en donne même la chair de poule de voir que finalement il y a des points de jonction et des rencontres, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire à l'usine, c'est de créer cet espace complètement libre de tout, presque une espèce de no man's land, dans un Casablanca chaotique qui nous donne tout ce stress, toute cette tension, et que nous ayons besoin de méditer, de nous éloigner, d'aller ailleurs, parce que Casablanca est ça, et puis à l'usine, à Ain Sebaa, où on essaye, avec nos énergies, il s'agit beaucoup de ça, avec notre foi et nos blessures, chacun d'entre nous, et nos contraintes. Vous le voyez, aujourd'hui, il y a une centaine, 200, 300, 400, 500 jeunes qui viennent dire la même chose que vous, par l'art, par la culture, par la danse, par le théâtre, par le cinéma. Et nous, on leur dit marhaba et on leur ouvre les portes et on les soutient. Alors, tout ça a commencé, c'est très étonnant pour moi de me retrouver ici, parce que je connais très bien cette salle, je suis souvent venue ici, mais de l'autre côté. De l'autre côté, d'abord parce que l'école de ma fille fait ses spectacles de fin d'année ici, donc en général je suis là en train de l'applaudir et fière de la voir grandir. Et aussi parce que son papa a été musicien et que je l'ai vu souvent se produire ici, et parce que peut-être dans mon parcours, quelque part, tout a commencé ici, dans cet espace. À une époque, c'était 97, 98, et c'était la naissance du boulevard des jeunes musiciens. Et on était une communauté à croire en une espèce de Maroc que nous avons rêvé, essayer de construire, en tout cas. Même à l'usine, je vois que ça a payé, hein, ça n'a pas été... Et donc on était une communauté d'acteurs culturels, de musiciens, de journalistes, j'étais journaliste à l'époque, à nous réunir ici tous les ans, parfois même plus, tous les jours, à venir le soir parce qu'on habitait à côté et qu'on venait refaire le monde, discuter et croire en un Maroc meilleur pour sa jeunesse et pour tous ses citoyens et citoyennes. Donc ça, pour rejoindre la question qui est quel est mon parcours aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que j'en sois là à faire le métier que j'avais envie de faire et que je rêve encore de faire et que je fais, c'est que il y a eu je pose cette question, je me dis, il y a eu un moment de ma vie qui a été décisif, et ça a été le décès de ma maman. Et le décès de ma mère, j'étais déjà complètement athée avant. Et le décès de ma mère a fait que je pense qu'à un moment, on ne trouve plus de sens à cette vie. Voilà, elle avait mon âge aujourd'hui, elle avait 46 ans, j'avais 24, et elle est partie comme ça, du jour au lendemain. Et peut-être qu'inconsciemment, je me suis posé cette question, c'est mais alors à quoi bon à quoi bon, puisqu'on perd l'être le plus cher du jour au lendemain. Et c'est là où j'ai décidé probablement de donner un sens à chaque pas que je fais dans ma vie. Et le sens, je l'ai mis, c'est être utile, en gros. C'est de faire ce que je dois faire et de rendre la vie de l'autre meilleure, d'une manière ou d'une autre. Et celle, encore une fois, avec beaucoup d'illusions, rendre mon pays meilleur. Hein. On est très... Là, en parlant d'ego, je crois qu'à un moment, on était à 20 ans, 25 ans, on se sent tout puissant, on croit qu'on va changer son pays en choisissant ce métier qui est celui de journaliste. Et comme toi, Madiha, j'ai choisi d'être journaliste parce que j'adorais écrire. Et que pour moi, à l'époque, être journaliste, c'était écrire. Sauf que j'ai appris très vite que c'était bien plus que ça, et que c'était d'abord l'information avant l'écriture. De toute façon, donc, je voulais écrire, et ma maman voulait que je sois journaliste à Femme du Maroc. C'était son rêve le plus fou. Et elle me disait, mais vas-y, parce que c'était une grande lectrice, elle me disait, mais vas-y, postule, tu écris bien, tu pourrais. J'étais étudiante à la fac. Hein. J'ai une scolarité, fac de Mohammedia de lettres, fac à Rabat, inscrite en thèse, pas très convaincue de mon sujet de thèse qui était le mécénat culturel au Maroc, Tania. Déjà à l'époque, hein, tout ça me menait... Et donc ma mère me disait postule, et j'ai envoyé sans y croire, et ma mère est décédée entre-temps. Donc c'est devenu, il fallait que je fasse ça parce que c'est ma maman, c'est ce qu'elle voulait. Et un jour, donc Aïcha Skhri m'a appelée
Et elle me dit, ça fait que j'avais envoyé une lettre de motivation. Tous les jeunes qui sont là, n'envoyez pas de CV, hein, ça sert à rien. Dites ce que vous avez envie de faire et pourquoi vous voulez le faire, c'est toujours mieux. Et j'ai écrit une lettre et j'y suis allée direct. Et elle m'a dit, ok, mais du coup, tu voudrais écrire sur quoi ? Et je lui ai dit, je voudrais écrire sur l'avortement clandestin au Maroc. Voilà, tout de suite. Et je fais un papier, j'ai été recrutée directement. J'ai passé 4 années dans cette belle école du féminisme, du journalisme et du féminisme en même temps. Et puis, la piqûre de la culture m'a piqué direct, parce que c'était aussi la naissance du boulevard des jeunes musiciens, c'était la naissance du festival Les Sawera, et qu'un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle André Azoulay, que j'ai interviewé, j'étais toute jeune, 24 ans, et je lui m'expliquais à Sawera, première édition, qu'il croyait profondément en le développement du pays par la culture. C'est resté là. Ça n'a plus bougé. Et j'ai tout fait par la suite pour répondre à cette ligne-là. 80 femmes du Maroc, telle qu'elle, est arrivée, numéro 0. Ahmed Ben Chamsi était dans les parages, il s'occupait de Télé+, qui était dans le groupe Caractère, et il m'a embarqué dans ses valises, dans son chapeau. Donc numéro 0 de tel quel. Et là, la culture, c'était mon dada. Féminisme, société, et puis aussi, la culture était l'enfant bâtard des médias à l'époque. Dire quand on était journaliste culture, on était la petite dernière qu'on regardait pas sérieusement, quoi. Et en plus, quand on est une femme, c'est encore pire. On ne nous prend pas au sérieux, et du coup ça fait qu'on travaille 10 fois plus pour faire sa place et pour faire en sorte que la culture qui se retrouvait, qui était toujours à la fin, et au fil des années, elle se retrouve un peu au milieu et on devient un magazine de référence et on commence à découvrir des jeunes talents. Mes articles à l'époque, j'allais découvrir des talents, des réalisateurs, tous ceux que vous voyez aujourd'hui, les Khmari, les Nargis, sont tous passés par tel quel, et on a essayé de les pousser. On a été les premiers à faire des couves sur le boulevard des jeunes musiciens, qui est aujourd'hui la plus belle plateforme que ce pays a offert à la jeunesse, et personne ne croyait en ce festival, et nous, on y a cru. Et je me souviens d'une chargée commerciale qui nous disait: mais comment vous voulez donner une couverture à des jeunes aussi sales, avec des cheveux tout crades, avec des dreadlocks, comment une couve sur un magazine national qui se respecte? Mais on y a cru. J'ai passé 4 années formidables à tel quel, qui a été une école formidable de journalisme, et qui m'a appris énormément sur mon pays, à une époque où le journalisme voulait dire se bouger les fesses et aller là où il faut aller. C'était pas rester derrière son ordi et chercher ce que Google me dit ou ce qu'il est posté sur Facebook et relayé. C'est pas ça du tout. Chaque fin de semaine, on prenait nos défraiements et on allait sillonner le pays de Tanger jusqu'au sud, aller rencontrer les Marocains et les Marocaines à travers le pays, et essayer de montrer, là en parlant d'énergie et de voile, essayer de montrer ce qui allait aussi, parce qu'il y a plein de choses qui marchent. C'est juste que, encore une fois, voilà, il y a d'autres qui préfèrent montrer ce qui ne va pas. Les deux se complètent, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer les deux. 4 années formidables à tel quel. Et puis le groupe Caractère me rappelle, parce qu'il y avait un jeune magazine qui s'appelait Parade, et on m'a demandé de m'en occuper. J'en ai fait une espèce de magazine bâtard où il y avait du féminisme, de la culture, de la société, voilà, des jeunes, des femmes jeunes d'esprit, qui je faisais faire à des réalisateurs des séries mode, je faisais faire à des photographes qui n'ont rien à voir avec la mode, des trucs mode, pour sortir de ce côté féminin qui est très très mal vu malheureusement, et d'allier art, féminisme, féminin, jeunesse, etc. Là j'ai commencé à me fâcher un peu avec le métier, en tout cas avec le salariat, parce que j'ai tendance j'aime pas qu'on m'étouffe, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, j'aime pas qu'on me dise qu'il faut arriver à 8h, à midi, tout ça. Plus je suis libre, plus je peux donner. Plus on met des chaînes, je fais plus rien. Et j'ai décidé, en quittant Parade au bout de 2 ans, de me mettre à mon compte. C'est à ce moment-là que ma fille est née. Je dirais, il fallait le faire, 2006. Ma fille, je donne naissance à ma fille et je me dis, je suis freelance maintenant, je ne veux plus être salariée de qui que ce soit, pour avoir le temps, pour être maître de mon temps et de pouvoir passer. Donc, je quitte le magazine, je donne naissance à ma fille. 3 ans après, je divorce. Donc, toute seule, pas de boulot, pas de rien. Et avec
père de ma fille, que j'ai vu là avec tout le respect que je lui dois, et je continue 8 ans en indépendante, à faire de la radio, à faire des relations presse, à écrire des trucs, à faire plein de choses, à m'occuper de ma fille. Et puis, ça marche parce que personne ne me dicte ce que je dois faire. Ce que je dis souvent, c'est pourquoi c'est qu'avec mes parents, nous n'avons jamais eu on a vécu en mormon. Les mormons, c'est papa, maman et 3 filles. Papa, la famille, tout ça, les cousins qui sont à la montagne, ils ne connaissent pas. Nous, les voisins, les cousins, les cousines, personne ne décide. C'est que papa, maman. Donc la société, tout le reste, et les voisins, les cousins et la cousinade et la tante, je ne connais pas. Je ne les connais pas. Je fais ce que papa, maman, c'est tout. Non, pas de snack. Et du coup, au bout de quelques années en tant qu'indépendant, j'enseignais le journalisme, j'avais 5-6 boulots en même temps que je faisais parce que j'en avais envie, parce que j'y croyais, parce que je crois toujours que je vais changer le monde, ça, personne ne va me l'enlever. Ma fille grandit, elle est là, et puis je rencontre quelqu'un d'autre, je récidive. Voilà, je récidive. Mais bon, je crois que celui-là, c'est le bon. J'espère. Je récidive. Et puis, à un moment, les médias commencent à prendre un visage qui ne me plaît pas du tout, même en étant de l'autre côté, parce que j'étais médiatrice culturelle, j'ai accompagné beaucoup de projets indépendants en leur faisant rencontrer les médias, en lisant les dossiers, en les écrivant, en mettant en relation journalistes et artistes indépendants. Les médias ne m'intéressaient plus. Je voyais bien que ça prenait un virage qui ne me ressemblait plus, que l'école par laquelle j'étais passée n'était plus celle-là, qu'il y avait un souci de rigueur, d'honnêteté, d'éthique, de déontologie qui sont au plus profond de moi, qui se perdaient devant moi. Le web aidant, Facebook, Twitter, tout ça. Et là, avec mon mari, je lui ai dit, j'arrête de bosser, je veux rester chez nous. Sachant que personne ne nous donne rien, on est tout seuls. Je lui dis avec ton petit salaire, mais je ne veux plus me compromettre. C'est ça, c'est pour moi, je me compromets dans quoi que ce soit. Et j'ai arrêté de travailler, je suis restée à la maison, j'avais juste mes cours de journalisme, je continue à enseigner parce que je veux quand même insuffler, c'est même pas un savoir-faire, c'est cette passion, c'est tout ce que le métier pourrait encore apporter dans le débat et dans le développement du pays. Je continue à essayer de donner ce que j'ai. Et puis j'ai arrêté de travailler, pendant 6 mois, je donnais des cours et je restais avec ma fille. Et puis un jour, on m'a demandé, mais alors, t'es là, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu changes de boulot tous les 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Et je disais, mais moi, mon rêve le plus fou serait qu'on me donne juste un petit budget et un espace culturel et on me laisse faire. C'était mon rêve le plus fou. Et puis un jour, quelqu'un m'appelle et me dit, quelqu'un là-bas, je dis souvent que c'est ma maman qui a dû m'entendre, me dit, est-ce que vous avez un moment demain, je veux vous parler? Ok, j'étais dans un bar avec une copine, j'entends à peine ce qu'il me dit, j'entends juste l'adresse, c'est tout, l'adresse. J'y vais le lendemain, je vois ressources humaines, je monte, je vois un monsieur et je toque à la porte et je dis, je sais pas pourquoi je suis là, quelqu'un m'a appelé, m'a dit vous avez rendez-vous, je suis venue au rendez-vous. Et là je vois un monsieur formidable, hein, parce qu'il a compris qui j'étais. Il ne m'a pas reçu avec tous les trucs du recruteur, parce que c'était un chasseur de tête. Il m'a mise à l'aise. Il a, comme vous, là, vous m'avez donné un micro, c'est comme appuyer sur un bouton. Il a appuyé sur un bouton, il m'a dit allez-y. Je lui raconte un peu ce que je vous dis, ma passion pour la culture, ma foi profonde, que c'est ce qui peut nous rendre meilleurs, vraiment meilleurs, et que c'est un droit pour tout le monde, et que ça a été mon combat depuis des années. Et là, il me dit voilà, il y a quelqu'un qui cherche une directrice ou un directeur pour un espace qui est à Nsba. Et c'est un monsieur pas très politiquement correct, et là je comprends tout de suite que c'est Karim Tazi, Richmond, et que c'est l'espace L'Usine que je suivais déjà en étant journaliste et que je rêvais de diriger
mais en silence. Parce que moi je suis chelha, jamais je vais demander, hein, j'attends qu'on vienne vers moi. Et j'étais là, c'est bon, ça doit être ça. On était 5, 6 à passer les entretiens. Et je me suis dit, c'est moi. Et cet espace, c'est le mien et c'est ça que je veux faire. Et j'ai fini par être recrutée depuis 2 ans et demi. Et tous ces jeunes et tous ces artistes que vous avez vus ici, sont ceux qui me donnent l'énergie. Voilà, c'est cette énergie-là qui me nourrit tous les jours parce qu'ils me font croire que tout est possible. Mais tout est possible. Parce qu'ils me font croire que ce pays, grâce à eux, peut être meilleur et qu'en les accompagnant, en leur tendant la main, en ayant foi en eux, en leur disant mais bien sûr que tu peux, il faut juste faire et il faut travailler et on te donne les moyens pour, on te donne l'espace pour, on a confiance en toi, on ne te regarde pas de travers, on ne te dit pas oui tu es jeune, tu ne vaux rien, tu ne peux pas, on te dit au contraire, mais bien sûr que tu peux, il faut juste que tu commences quelque part et nous on te donne ce premier pas. Je passe toute ma semaine quasiment là-bas, du lundi au dimanche, donc je devrais venir vous voir toutes les deux parce que je peux vous dire que physiquement, on les sent, la tension, le stress, la responsabilité, mais beaucoup d'amour aussi à donner, beaucoup de foi qu'ils me donnent et que je leur rends bien et voilà, merci beaucoup.